Merci beaucoup pour l'invitation. Hier, j'avais commencé à préparer cette présentation, mais je ne savais pas à quel public j'aurais affaire. Alors j'ai fait une présentation très pédagogique qui permettra de discuter, d'échanger avec vous. Et je suis très content d'avoir différents âges qui permettront réellement de voir comment vous percevez le changement climatique. Il y a des choses qui sont simples à comprendre. Il y a des choses qui vont vous intriguer, vous permettront d'aller plus loin dans votre réflexion sur ce qu'on définit comme le changement climatique. Alors vous savez que dans les news, les nouvelles, vous avez entendu parler de ces feux de forêt d'Australie qui ont ravagé presque plus que la moitié de la France. Et ça, c'est à cause, tout le monde va dire que c'est normal, mais certainement c'est à cause du changement climatique. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors on sait que le changement climatique est réel, même s'il y a des sceptiques pour le changement climatique, mais les mesures qu'on a fait, les scientifiques, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, sont tous d'accord qu'il existe réellement un changement climatique. Ce qu'on ne sait pas très bien, ce qu'on commence à détecter, ce sont les impacts du changement climatique. L'homme est un acteur où nos activités, notre manière de vivre, impactent le cycle de changement climatique, et je vais vous le prouver. Toute la communauté scientifique, les articles qui sortent aujourd'hui dans les news, 95% des scientifiques sont tout à fait d'accord, même s'il existe 5% qui vivent principalement aux États-Unis, ne sont pas d'accord que le changement climatique est une réalité. Les impacts sont très négatifs sur notre société. Je vous vais présenter quelques exemples. Et bien sûr, est-ce qu'on pourrait les limiter? Oui, on peut réellement faire quelque chose, surtout vous. Nous, on est presque à la porte de sortie, mais vous êtes à la porte d'entrée, donc vous pouvez faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est le climat pour vous? Donc le climat, c'est le temps qui vous renseigne qu'est-ce que vous allez mettre comme vêtements. Vous sortez le matin, vous allez dire « Ah, il fait froid, il fait chaud ». D'ailleurs, au Mexico, on s'habille d'une manière pour se couvrir le matin, et vers midi, on enlève les vêtements, et puis on a froid. Et puis, le climat vous renseigne sur ce que vous allez acheter comme vêtements l'année prochaine, parce que c'est une moyenne de paramètres climatiques. Et ça, on va le voir sur certains exemples, le climat change, mais aussi il varie en fonction des saisons, il varie en fonction des décennies, il varie en fonction des siècles, il varie en fonction des millénaires. Ça vous dépasse un peu, mais il faut réellement que vous soyez au courant. Donc le temps, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, et le climat, c'est ce qu'on va vivre dans le futur. Et alors, comment définir le climat? Donc vous savez que les scientifiques mesurent les températures, mesurent l'humidité, mesurent les précipitations, le vent, et à partir de ces données instrumentales enregistrées, on définit réellement le climat. Alors aussi, on peut utiliser les données historiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans le temps, ils écrivaient, ils laissaient des archives, où ils décrivaient ce qu'ils vivaient. Et aujourd'hui, on utilise ces descriptions pour définir le climat du passé. Donc on peut les utiliser aussi. Alors le climat, bien sûr, il a des causes naturelles, mais aussi des causes anthropiques. Et bien sûr, heureusement qu'on a un océan. L'océan, qui couvre à peu près 70% de la surface de la Terre, emmagasine presque 90% des richesses de ressources en eau. Donc grâce... J'ai pas la coronavirus, mais j'ai pris froid hier. Grâce à cet océan, vous allez comprendre que c'est lui qui régule et qui nous aide à atténuer un peu le changement global. Alors, quel est le rôle de l'océan dans le bilan thermique de la Terre? Bien sûr, il stocke de l'énergie et il la distribue.
Et cette dynamique, c'est elle qui régule, qui atténue un peu le changement climatique. On va voir quelques exemples. Et l'océan, il est réellement un moteur dans cette variété climatique et ces changements climatiques qu'on vit non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé. Et grâce au passé, on peut en prendre qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Alors, comment ces questions sont observées par les chercheurs? Donc, quand on en vit quand même la semaine de la science, je pense que c'est une manière de vous sensibiliser que la science aussi, c'est un métier honorable, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on se fait plaisir. Et pourquoi on se fait plaisir? Ça, c'est toutes les mesures qui ont été faites par les scientifiques. Vous savez très bien que la population, elle n'arrête pas de croître. Vous savez très bien. Le carbone, le dioxyde de carbone, il n'arrête pas d'augmenter à cause de tout ce qu'on fait à ces terres. La conservation des terres de plus en plus dégradée. Et tous ces paramètres, vous voyez réellement, vous permettent d'être, comment dire, plus sensibilisés. C'est ce qu'on provoque dans le changement climatique. Bien sûr, parce que on a envie de manger le poisson, donc on pêche de plus en plus fortement. On n'a pas d'équilibre, parce que la pêche a besoin d'être équilibrée. On peut réellement prendre du poisson, mais on ne peut pas faire de la surpêche. Alors, qu'est-ce qui arrive physiquement sur cette terre? Donc là, ne vous ayez pas peur, tout ce qui est rouge, c'est l'énergie solaire captée par la Terre. Donc vous avez fait de la physique. Si un rayon solaire arrive perpendiculairement à la Terre, ben, l'énergie, elle est fortement absorbée. Mais s'il arrive parallèle à la Terre, ben, il n'est pas absorbé, donc on perd de l'énergie. Donc là, vous avez à peu près la variation de l'énergie durant 1 an de la Terre. C'est pour ça qu'en mois de juin, juillet, vous avez l'été en hémisphère nord, alors que dans la même période, vous avez l'hiver en hémisphère sud, et ainsi de suite. Donc cette énergie change d'une manière saisonnière, et c'est ce qui provoque à peu près le changement de saison. Une fois qu'on capte beaucoup d'énergie dans cette zone, c'est-à-dire les tropiques, ben vous surchauffez l'océan. L'océan, il surchauffe, mais il a envie quand même de se dégager de cette surchauffe. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il distribue l'énergie sur le globe. Comment il fait cette distribution d'énergie? Ben, il l'a fait de 2 manières. Donc vous voyez, vous avez le surplus d'énergie absorbée sur Terre et sur les pôles, puisque les rayons solaires passent parallèlement à la surface de la Terre, il n'y a pas d'absorption, donc on est en déficit. Alors si vous créez un déficit dans les pôles et un surplus dans l'équateur, vous allez automatiquement créer un déséquilibre thermique. Et naturellement, la Terre va distribuer l'énergie sur les pôles. De quelle manière elle distribue cette énergie? Elle la distribue de 2 manières. Elle la distribue par des courants atmosphériques et aussi par des courants océaniques. C'est pour ça que parfois, lorsque vous nagez, c'est un peu exagéré, sur les côtes, vous vous sentez apporter au large ou au côté, ben ce sont des courants physiques qui transportent cette énergie. Alors si je vous montre une figure un peu compliquée, mais elle est simple à comprendre, vous avez le surplus et vous avez ce qu'on appelle le transport atmosphérique. La majorité parmi vous, vous avez pris l'avion de Mexico à Paris ou de Mexico ailleurs, et vous êtes un peu secoué. Ben, ces secousses sont dues à ces vents. Vous avez 3 types de vents, 3 types de circulation atmosphérique. Ce qu'on appelle la zone de convergence, c'est là où les vents convergent. C'est au niveau de l'équateur, 0. Et vous avez les westerlies, c'est ces vents qui existent principalement au nord. Donc vous compliquez pas la vie. C'est simplement pour vous dire qu'il y a des courants atmosphériques qui distribuent l'énergie de l'équateur vers le pôle. Et ainsi de suite. Et il y a eu une éruption volcanique
au Chili il y a à peu près 4 ans. Et les cendres volcaniques, ils ont fait le tour du monde, grâce à ces vents, en 3 jours. Donc ces courants existent, et c'est eux qui sont responsables de la distribution d'énergie en atmosphère sur Terre. Et vous allez comprendre pourquoi ils sont importants. Bien sûr, cette distribution d'énergie, elle peut se faire par des courants marins, mais de très grande échelle. On ne parle pas du millimètre, on parle de grande échelle, ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Ça existe sur Terre. Tout ce qui est rouge, ce sont des courants chauds, et tout ce qui est bleu, ce sont des courants froids. Et cette distribution, elle commence ici, et puis elle fait le tour du monde, et elle revient par le bas, et elle recommence le cycle. C'est-à-dire, si un jour vous avez les coordonnées de cette circulation thermohaline, vous pouvez mettre votre bateau, vous allez faire le tour du monde en fonction du temps et de la vitesse. Alors, si vous créez un déséquilibre, par exemple, dans la cour, parfois vous courez, il y a un copain, vous essaie de vous faire tomber. Donc vous êtes en déséquilibre. La même chose pour ces circulations. Si vous créez n'importe quel phénomène qui crée un équilibre, ou un déséquilibre, bah, automatiquement la distribution d'énergie sur Terre est modifiée. Je donne un exemple. Vous avez les calottes glaciaires là. Si vous diminuez les calottes glaciaires, automatiquement, les limites nord de cette calotte glaciaire avec l'océan vont changer. Et automatiquement, vous allez accélérer cette circulation. Au contraire, si vous augmentez les calottes glaciaires, automatiquement, vous allez pousser le front de contact, et à ce moment-là, vous allez avoir plus d'énergie accumulée dans les tropiques, et vous changez complètement le déséquilibre hydroclimatique, c'est-à-dire les précipitations. Et je ne sais pas si vous regardez les news, les nouvelles, il y a beaucoup de précipitations aujourd'hui en Amérique du Sud, dues à un phénomène qu'on ne connaît pas exactement. Donc voilà à peu près pour vous définir comment le climat, comment l'organisme. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, preuve par preuve, pour vraiment vous convaincre que vous êtes le futur. Et j'espère que vous allez avoir des actions pour sauver notre fin tranquille, qu'on peut mourir tranquille. Donc, si vous regardez les calottes glaciaires, ce que je vous ai montré tout à l'heure, tout au pôle, il y a des calottes glaciaires, qui sont énormes. Donc des chercheurs nous ont dit, bon, on va aller là-bas, et on va voir ce qui se passe dans le passé. Donc ils ont fait ce qu'on appelle les carottes. Les carottes, vous en avez une ici. Donc on fait des forages. Certains ingénieurs, ils font des forages qui peuvent aller jusqu'à peu près 1 km. Et on sort ce qu'on appelle les calottes glaciaires. Alors, vous imaginez dans le temps passé, lorsque la neige tombe, elle durcit, et en durcissant, elle piège des bulles d'air. Et ces bulles d'air, elles contiennent différents types de gaz, le CO2, le CH4 et autres. Alors, ces chercheurs, ils ont étudié, durant le temps, la concentration de ces gaz dans les bulles d'air. Donc ils ont étudié le CH4, ils ont étudié le CO2. Ça c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure. Et ça c'est la variation de la concentration de CH4 et du CO2 dans ces bulles d'air en fonction du temps. C'est-à-dire 700 000. On peut réellement aller plus loin. Aujourd'hui les chercheurs sont arrivés à 1 million d'années. Donc on regarde effectivement la concentration de CO2 qui est un gaz à effet de serre très important, qu'il a changé au cours du temps. On peut voir par exemple des époques où il a atteint 280 ppm. Ce qui nous intéresse réellement, ces époques-là, 100 000 ans,
où le CO2 a atteint 100 ppm, ce qu'on appelle 280 ppm, ce qu'on appelle les époques interglaciaires. C'est-à-dire il fait chaud, on peut aller à la plage, c'est agréable. Par contre, pendant les glaciations, il descend des concentrations plus basses. La dernière, elle est datée de 20 000 ans, où le CO2 atteint une concentration d'à peu près 180 ppm. Donc on a une différence de 100 parties pour 1000 entre une époque glaciaire et une époque interglaciaire. Et la Terre, notre Terre, a su vivre, sortir d'une glaciation interglaciaire toute seule, grâce aux écosystèmes, la forêt, les océans. Mais l'homme arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ses concentrations, presque il les double, jusqu'à 400 ppm aujourd'hui. Bon, je pense que vous étudiez la physique, vous avez étudié aussi les vitesses, les accélérations. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Imaginez, pour passer de 180 ppm à 280 ppm, la Terre a pris à peu près 15 000 ans à 10 000 ans, parfois 20 000 ans. Donc elle a sa manière de bien gérer cette augmentation. Alors là où elle a un problème, c'est que on a doublé les concentrations de CO2 en 50 ans. Donc, elle a un problème. Elle n'arrive pas, elle n'a pas la capacité de s'adapter à cette accélération d'augmentation de CO2 dans la Terre. Et bien, c'est là où le changement climatique, le changement global, il est là. Et nous, on n'a pas le temps comme scientifiques de le comprendre. On sait qu'il existe, on sait qu'il est parmi nous, on sait qu'il est réel. Et chaque jour, on découvre des choses nouvelles, et on se pose la question, est-ce que c'est dû au changement climatique ou est-ce que vraiment c'est naturel? L'effort d'Australie, c'est pas naturel, c'est vraiment dû au changement climatique, puisque les pluies ne sont pas arrivées au même moment qu'elles devraient arriver. Donc il y a eu un temps de retard, ce qui a fait que la forêt a séché, et avec les vents, ça a propagé beaucoup les feux de forêt. Un exemple, il y a 18 000 ans, durant le maximum glaciaire, les calottes glaciaires du Nord avaient cette expansion. Et aujourd'hui, on est là. Et on est en train de aussi perdre cette calotte glaciaire. Alors, des physiciens scientifiques, ils ont essayé de comprendre, en fait, ils ont essayé de convaincre. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont envie de dire à Trump, regardez, ce qu'on vous montre, c'est vrai. Alors, les physiciens, je suis géologue, je travaille beaucoup avec les physiciens, ils sont importants dans la compréhension du changement climatique. Ils ont dit, bon voilà, on va prendre des ordinateurs, des grands calculateurs. Si un jour vous voulez voir un grand calculateur, on peut vous le montrer. Ils ont comparé en noir la courbe mesurée température. Ça, il y a des stations météorologiques qui mesurent les températures chaque heure, même chaque minute. Et alors, ils ont intégré tout cela et ils ont dit, ben voilà, c'est ça, la courbe de température qui montre à partir de 1950 une augmentation significative due bien sûr aux activités humaines. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben voilà, on va essayer de simuler la température en utilisant deux forçants. C'est du forçage, on peut en expliquer plus détails, mais dans les calculs, ils ont dit, ben, on va mettre l'influence du soleil et l'influence du volcan, qui sont deux forçages naturels. Et ils ont reproduit la température en bleu. Donc vous avez remarqué que la température bleue, en fait la courbe bleue, ne colle pas à la courbe noire. Ce qui fait un problème à résoudre en mathématiques. La courbe bleue, elle reste variable, mais elle reste à peu près autour d'une moyenne, alors que la courbe noire, elle commence à augmenter à partir de cette époque. Donc, problème. Ce n'est pas l'activité naturelle qui est responsable de cette augmentation de température qu'on enregistre aujourd'hui. Donc, ils ont fait un autre test
ben, ils ont rajouté aux deux forçages l'impact des gaz à effet de serre. Surprise, la courbe jaune simulée, c'est-à-dire par les ordinateurs, colle parfaitement à la courbe mesurée. Donc, ce qui fait réellement, physiquement, on sait qu'aujourd'hui, l'augmentation de température sur Terre plus accentuée en hémisphère nord est due aux activités humaines. Alors bien sûr, des scientifiques, vous avez entendu parler de la COP 21, la COP 22, toutes les COP, et grâce à la France, elle a mis cette discussion sur table, et elle a dit, ben voilà, les scientifiques, et c'est la première fois que les scientifiques sont écoutés. Avant, ils n'étaient pas écoutés. Les politiques restaient entre eux, ils discutaient business, ils disaient, ben voilà, si ça ne nous convient pas, on continue à faire du CO2, c'est pas grave. Alors là, en 2015, à la COP 21, les scientifiques ont eu droit à la parole. Donc ils ont fait des modèles climatiques, des modèles, et ils ont sorti 4 scénarios. 1, 2, 3, 4. Le premier, on fait rien, on laisse comme on est, et puis on continue à ne pas penser à l'économie verte, c'est-à-dire produire des machines mais qui respectent l'environnement, ou avoir un tourisme écologique et tout ça. Donc si on ne fait rien, ben, la courbe rouge vous montre qu'on continue dans la catastrophe, et d'ici 50 ans, on est contre le mur. Par contre, la courbe jaune, la courbe verte dit, si les politiques décident réellement de réduire de manière très subtile le CO2. Donc, on a tendance à aller dans cette direction, mais on ne respecte pas les 2-3 degrés qu'on dit qu'on voudrait limiter. Parce que tous les scientifiques disent, si on veut ne pas aller contre le mur, il faut qu'on reste autour d'un intervalle de 2 à 3 degrés d'augmentation sur un siècle. Alors là, si on prend les choses sérieusement, et si on fait une politique forte de réduction d'effets de gaz à effet de serre, on arrive dans cet intervalle de 2-3 degrés d'augmentation moyenne. Par contre, si on est vraiment terroriste et on arrête les émissions, toutes les émissions de gaz à effet de serre, ben là, on arrive presque à rejoindre notre moyenne. Donc, effectivement, aujourd'hui, les grandes discussions, c'est prendre ça au sérieux, d'une manière sérieuse. Et il est difficile, avec 250 ou je ne sais pas combien de pays, d'idées, d'avis. Et lorsque certains grands pays nous disent, écoutez, ça c'est de la foutaise, on ne va pas le respecter, ben, ce scénario, il est difficile à imaginer. Alors, quels sont les impacts? Qu'est-ce qui peut faire peur? Des scientifiques ont mesuré actuellement la vitesse des vents des cyclones, des anticyclones. C'est-à-dire, vous savez très bien qu'on a ce qu'on appelle le système de Humboldt, Penguena, Canaries et Californie. Ce sont des anticyclones très forts qui existent et on a constaté que depuis 50 ans, elles se renforcent et les vents sont de plus en plus forts. Ça, c'est une évidence, c'est mesuré, c'est calculé. Qu'est-ce que ça provoque? Vous avez ici l'Amérique du Sud, ici l'Afrique. Ce qui est en rouge, c'est la température moyenne de la surface de l'océan. Vous savez que parfois vous allez nager à Baja California, vous avez froid. Alors que vous allez à Cancun, vous êtes vraiment surpris de la température. Donc ces températures augmentent. Tout ce qui est rouge, ça veut dire que les températures de la mer sont de plus en plus élevées. Et ce qui est en noir avec des flèches, c'est les vents. Chaque fois que les flèches sont grasses, ça veut dire que les vents sont plus intenses. Et ce qui est surprenant, c'est que les vents aujourd'hui sont plus intenses venant de l'Afrique vers l'Amérique du Sud. Moi, j'ai vécu 12 ans au Brésil, donc j'ai beaucoup travaillé au Brésil, et on a fait une superbe étude. Elle est facile de comprendre. Ici, vous avez
la moyenne annuelle, c'est-à-dire on a mélangé les données annuelles et on constate que sur les côtes brésiliennes, la température de surface de la mer elle augmente de plus en plus et les vents aussi. Mais si on les décompose par l'hiver dans l'hémisphère sud qui est août, juin, juillet, août, et l'été, vous remarqueriez que vraiment il y a une différence forte entre l'été et l'hiver. Et pendant l'été, on enregistre des températures très élevées ainsi que des vents très forts. Qu'est-ce qui provoque ces vents? Vous savez que lorsqu'on construit un barrage, naturellement, lorsqu'on a des fleuves qui arrivent, donc ils arrivent avec de l'argile, du sable, et ils participent à la construction de ce qu'on appelle la ligne de côte. Si vous avez des barrages sur toute la côte, vous freinez et vous créez un déséquilibre d'apport de matériel qui ne va pas aider à la construction de cette ligne de côte. Plus des vents très forts, eh ben, vous provoquez ça. Ce qu'on appelle l'érosion de ligne de côte. Et beaucoup de municipalités, beaucoup de pays sont confrontés à ce vrai problème. D'ailleurs, certaines zones au Mexique, dans le Pacifique, sont confrontés, donc on perd de la terre et la mer avance sur le continent. Ça, c'est vraiment, on a étudié en 2005 la Costa des Paraïbes. Il y a un truc qui pourrait vraiment vous alerter aussi, ce sont les ouragans, les cyclones. Katrina 2008, 280 km/h, 1800 morts, chiffré à 108 milliards de dollars. Haïwan, Philippines, pire, 7350 morts. Donc vous voyez la vulnérabilité des pays. Et c'est des cyclones qui sont très forts. Vous savez très bien qu'ici au Mexique, c'est une zone fortement impactée par les cyclones. Alors qu'est-ce que sont les cyclones? Pour vous, vous pouvez dire, ben, les cyclones, c'est le changement climatique, waouh, ça commence d'apparaître maintenant et ça va nous impacter. Les cyclones ont toujours existé. Dans toute la vie de la Terre, ils ont toujours existé. Lexique. Patricia, 380 km/h, et c'est pas facile. Donc, comment se forment les cyclones? Il ne faut pas que ces groupes vous font peur. Hein. Il ne faut pas avoir le tour des... C'est simple. Vous êtes dans une situation, vous avez étudié ça quand même au lycée, lorsqu'il fait chaud, vous évaporez plus de l'eau, et vous créez un cycle de l'eau, plus de précipitations, et sachez une information plus importante, c'est que lorsque vous évaporez de l'eau, une fois que vous avez une goutte d'eau qui tombe, en même temps vous libérez de l'énergie physique. C'est parce que la goutte d'eau elle a besoin de tomber, donc à ce moment-là, vous créez de l'énergie forte, c'est ce qui crée des vents. Alors si on prend une situation où la mer, en fait la température de la mer est basse, vous créez moins de cyclones. Ça c'est une trajectoire de cyclone. Et lorsque vous vous mettez dans une situation où la mer est très très chaude, vous en créez plus. Donc ça c'est un cycle normal. Si la température de la mer est froide, peu d'évaporation. Si la température de la mer est très chaude, plus d'évaporation, plus de cyclone. Qu'est-ce qu'on assiste aussi avec le changement climatique aujourd'hui? C'est que les températures de la mer sont de plus en plus chaudes. Donc automatiquement la fréquence des cyclones va être de plus en plus importante et on va créer de plus en plus de cyclones. Des chercheurs se sont intéressés à ça et ils ont démontré, ça c'est tous les cyclones annuels, hein. Vous voyez combien de cyclones on crée par an? Toutes les trajectoires ils sont ici. Et ils ont vu que, effectivement, la température de la mer de l'Atlantique, principalement des Caraïbes, elle contrôle la fréquence des cyclones. Un autre sujet qui va vous toucher, c'est principalement l'augmentation du niveau de la mer. Alors tout ce qui est en rouge, c'est une augmentation d'à peu près 10 mm par an. Donc vous voyez qu'il y a des zones, et pas mal d'îles, qui vont disparaître d'ici futur, puisque
Si on continue dans cette direction, tout ce que vous voyez en rouge, donc les îles du Pacifique sont réellement impactées par cette augmentation du niveau de l'eau. Et si on fait un scénario un peu drastique, vous voyez, vous ne pouvez plus aller à Cancun. Elle disparaîtra si on augmente, en fait, dans un schéma très drastique que je vous ai montré auparavant. Ça, ce sont des modèles qui prennent en compte de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il y a des scientifiques qui font multiplier par 2, par 4 ou par 8 la quantité actuelle. Et si on continue dans ce sens, ben, vous voyez que Cuba, il faut qu'ils discutent leur... Et ça a des impacts politiques, socio-économiques et santé. Et pour vous donner un exemple concret, 20 000 ans, puisqu'il faisait froid, on était dans une glaciation, le niveau de la mer est descendu à 120 mètres, c'est-à-dire on peut aller marcher sans aucun problème sur les côtes mexicaines. Et après, il a monté. Et là, on est aujourd'hui, là, ce sont des anomalies de mètres. Et vous voyez que le niveau actuel est le plus haut enregistré depuis et après 150 000 ans. Et la vitesse d'augmentation, ça c'est une vitesse normale. Ici, on prend en compte les scénarios, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on va jouer avec la quantité de CO2. Chaque fois que vous avez un modèle de 2,5, 4,5, 6 ou 8,5 quantité de CO2, vous allez changer automatiquement le niveau moyen, le niveau de la mer. Enfin, automatiquement, vous allez impacter pas mal de territoires et vous allez rediscuter la distribution de territoire et ça va poser un vrai problème politique et stratégique. Tout ça pour vous amener à la paléoclimatologie qui est ma spécialité. Alors pourquoi on étudie la paléoclimatologie? Parce que c'est le seul moyen d'avoir des expériences climatiques passées, vécues. Donc on peut apprendre du passé. D'ailleurs, lorsque vous partez en vacances voir votre grand-mère ou votre grand-père, ils vous racontent des histoires réelles. Donc la paléoclimatologie, elle peut nous renseigner sur des expériences et des observations à long terme, à partir de laquelle on peut réellement comprendre les mécanismes, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué une glaciation, qu'est-ce qui a provoqué un réchauffement, ou qu'est-ce qui a provoqué une augmentation du niveau de la mer. On peut aussi déterminer la variation naturelle, en combien de temps le climat bouge, en 100 ans, dans quelle région. Ça c'est un peu complexe pour vous, mais on peut en discuter. Et on peut réellement comprendre le rôle de l'homme dans le changement global. Et on peut, on peut discuter si vous êtes vraiment au courant de beaucoup de choses, on peut restreindre l'erreur, c'est-à-dire réduire l'erreur des prévisions climatiques futures. Aujourd'hui, on peut prévoir le climat futur. Qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 50 ans ou 100 ans, on peut le faire. Et ça, c'est grâce à une approche du passé avec des modèles climatiques qui peuvent l'aider à comprendre ça. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Comment on étudie le climat du passé? L'océan, c'est quelque chose de vivant, il change en fonction du climat. Donc lorsqu'on fait des carottages, des forages au fond de l'océan, on trouve des sédiments. Donc on les étudie pour essayer de... C'est comme un livre, hein. Vous lisez un livre, la même chose, on va lire les conditions océanographiques à partir des sédiments, donc on peut comprendre comment il a changé. On peut aussi, comme je vous ai montré, l'étudier à partir des canaux glaciaires. Plus intéressant pour vous, à partir des coraux, dans des plages superbes et magnifiques. On peut aussi le travailler à partir des arbres. Chaque croissance des arbres laisse, elle enregistre les conditions climatiques, donc on peut faire ça. On peut aussi l'étudier à partir des stalagmites. Vous les avez étudiés parce que je vais vous montrer un exemple. Donc la Terre nous offre un panorama de livres
qu'on peut lire, qu'on peut découvrir sur des échelles énormes et qui vont nous raconter l'histoire de notre Terre pour la comprendre et pour l'étudier, pour la sauver. Donc c'est ce que je fais depuis à peu près l'âge de 18 ans. Donc ça fait presque 40 ans que je fais ça. Alors un petit exemple. Vous avez étudié la chimie. H2O contient de l'oxygène. Donc lorsque vous avez de la pluie, elle traverse quelque chose de vivant, le sol. Ça produit des gaz, le CO2, le carbone. Tout ça, ça descend dans les roches. Ça pénètre dans des grottes. Vous en avez vraiment beaucoup au Mexique et je vous conseille d'aller accompagner. Et puis après, vous formez ce qu'on appelle les stalagmites. Et dans les stalagmites, c'est des carbonates de calcium, c'est Ca1, CO3. Deux éléments qui nous intéressent ici, c'est le carbone et l'oxygène, et plus spécifiquement l'oxygène. Et je parle de cet oxygène qui est là. Donc cet oxygène, si on l'étudie par sa composition isotopique, c'est simple à comprendre. L'oxygène a deux isotopes, le 16 et le 18. Le 18 est le plus costaud et le 16 il est un peu maigre. Donc lorsqu'on évapore de l'eau, automatiquement le plus lourd, le 18, il résiste, alors que le 16 part dans l'atmosphère. Et lorsqu'on mesure la quantité du 16 et du 18 un par rapport à l'autre, on peut déduire l'évaporation de la pluie. Donc on peut reconstruire l'hydroclimatologie durant le passé. Donc je suis parti dans une grotte. Donc je mets aussi des bottes et d'autres mains, c'est pour venir vous voir. Et on étudie les stalagmites. On les coupe, c'est simple. Ce sont des carbonates. On prélève de la poudre et on les date pour avoir leur âge avec des méthodes physiques comme l'uranium-thorium, le carbone 14. Et grâce à ces datations, on fait de l'isotopie et on voit qu'est-ce qui s'est passé pendant l'époque qu'on a choisi, comment la variation de la précipitation a eu. On peut aussi étudier les lacs. Là, je suis en Amazonie brésilienne. Là, je suis assis ici. Donc, on fait des forages dans des lacs et on regarde comment la forêt a bougé. Est-ce qu'elle a bougé, pas bougé, pourquoi elle a bougé? Et on la relie réellement à des changements d'environnement. Là, je suis au Pérou, je suis d'eau, et on étudie le système d'aquaponie de la pêche. Donc, on est capable de reconstruire les stocks de pêche pendant longtemps. Un petit exemple qui pourrait vous intéresser. Là, ce sont les 2000 dernières années, et vous voyez qu'aujourd'hui, les conditions aujourd'hui, elles ressemblent à des conditions il y a 900 ans, ce qu'on appelle l'époque médiévale. Et notre intérêt aujourd'hui, c'est de comprendre cette époque. Parce que si on comprend cette période, on est capable de voir ce qui pourrait se passer dans le futur. Il y a des courbes que je vais vous montrer, mais elles sont compliquées, mais en même temps simples à comprendre. Là, on a étudié une grotte au Maroc, et tout ce que vous voyez comme variation, c'est ici on a beaucoup plus de pluie, ici on a beaucoup plus de pluie, et c'est moins de pluie. C'est-à-dire que la pluie a bougé durant le temps. Et pour terminer, voilà, je vous conseille de faire de la science. Et si vous pouvez faire de la paléoclimatologie, je serai ravi. Merci.